Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Solidarité à l'endroit du Mali. 6 sociétés et compagnies minières mettent la main à la poche. Elles ont remis hier au président de la République un chèque d'une valeur d'1,575 milliard de francs CFA. Contrairement aux autres appuis, la présente va servir dans le domaine humanitaire, la réhabilitation et le développement des services sociaux de base dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, s'exprime au nom des donateurs. Les sociétés minières opérant au Mali viennent de me faire l'honneur en me demandant de remettre un chèque de 1,575 milliard de nos francs à remettre au président de la République suite à son appel pour la mobilisation pour le Mali. Nous avons reçu la contribution de 6 sociétés minières qui sont Randgold Ressources au Mali, AngloGold Ashanti, IAMGold, Resolute Mining, Endeavour Mining, Abnel Gold. Seulement, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est qu'une première tranche. Il y a d'autres contributions qui vont venir. Et cette contribution, il faut le préciser, va servir à l'action humanitaire, à la rénovation des services sociaux de base au niveau de l'éducation, la santé, l'eau potable, le retour de l'administration, l'aide humanitaire aux réfugiés et déplacés dans le septentrion de notre pays. Contrairement aux autres appuis qui partaient à l'effort de guerre, cet appui va aller essentiellement dans l'action humanitaire et le développement et la réhabilitation des services sociaux de base. Cela fait 3 mois que la France lançait l'opération Serval au Mali pour aider l'armée nationale à chasser les terroristes qui occupaient le nord du pays. Et c'est cette date anniversaire que le Premier ministre a choisi pour se rendre à Gao. Le but, encourager et féliciter les forces armées du Mali, de la MISMA et de la France. Diango Sissoko leur a apporté le message de reconnaissance du peuple malien. Le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Le Premier ministre est arrivé à Gao tôt le matin à bord d'un avion militaire français, une véritable lueur d'espoir pour les populations. Après les honneurs militaires, un petit déjeuner lui est offert par le général Barrera de l'opération Serval, une opération engagée il y a exactement 3 mois, jour pour jour. Le chef du gouvernement est venu donc dans le nord du pays pour réitérer une fois de plus toute la reconnaissance du peuple malien à l'armée française pour son action historique au Mali. Le Premier ministre est allé juste après à la rencontre des forces armées et de sécurité du Mali regroupées sur la place d'armes de la première région militaire du pays. Le message ici, encouragement et félicitations pour la mission accomplie. C'est une lourde mission et j'ai constaté avec beaucoup de bonheur que vous êtes engagés fortement, avec beaucoup de conviction, je dirais même avec beaucoup de passion dans l'accomplissement de cette mission. Et je voudrais vous en féliciter au nom du président de la République, qui est le chef des armées, au nom du peuple malien et de toutes les institutions de notre pays. Les troupes africaines positionnées à Gao ont reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Il s'agit notamment des forces nigériennes, sénégalaises et guinéennes. Là aussi, Diango Sissoko a salué la détermination et l'élan de solidarité des pays amis du Mali. Vous honorez vos pays respectifs, vous honorez la CEDEAO, vous honorez l'Afrique et vous honorez l'uniforme que vous portez. Soyez sûrs que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour vous faciliter le séjour en terre africaine du Mali. Le chef du gouvernement s'est réjoui surtout du climat de communion qui existe entre frères d'armes sur le théâtre des opérations. Mais il reste convaincu que le challenge reste important. C'est un Premier ministre très comblé qui quitte Gao après une journée de prise de contact bien remplie. Diango Sissoko est attendu très bientôt sur d'autres fronts, toujours pour apporter aux populations le message d'espoir.
Le Premier ministre était accompagné dans ce voyage par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Il a tenu à rassurer les militaires au front en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain. Plusieurs initiatives sont en cours actuellement pour satisfaire rapidement leurs besoins à la limite des moyens de l'État. Le général Yamoussa Kamara au micro de nos envoyés spéciaux. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour apporter des solutions. Bien entendu, on le fait au rythme des moyens modestes de l'État. Au départ, la priorité, c'était les moyens de projection, les moyens véhicules. Et depuis le mois de janvier, l'État a déployé de gros efforts. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons réussi à projeter sur le terrain 183 Land Pick-up. Et au cours du week-end, nous attendons encore une soixantaine de pick-up. La commande globale lancée tourne autour de 300 véhicules pick-up. C'est pour dire que l'État tient vraiment à satisfaire ses besoins en priorité. Toutes les commandes sont lancées. Il y a également les véhicules de soutien, les camions d'allègement, les citernes et tout le reste. La satisfaction de l'ensemble de ces besoins va certainement au-delà des seules possibilités de l'État. Nous avons encore besoin de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et c'est heureux de constater aujourd'hui que pour une fois, toute la communauté internationale nous accompagne parce que nous nous battons pour une cause juste. Mais je voudrais également inciter sur un fait qui est déterminant dans la poursuite de l'accompagnement de la communauté internationale, c'est qu'il faudrait que vous accomplissiez votre tâche avec professionnalisme. Les Nations Unies chargé de la sécurité et de la sûreté, Kevin Kennedy, ce voyage prépare l'installation d'une représentation qui appuiera les opérations de rétablissement de la paix et de la sécurité. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. L'Organisation des Nations Unies, avant d'installer sa représentation à Gao, veut s'imprégner de l'état actuel de la sécurité, d'où la présence de son secrétaire général adjoint chargé de la sécurité et de la sûreté. Le but de ma visite ici est de venir me rendre compte par moi-même de la situation de sécurité au Mali et à Gao en particulier. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité va examiner une résolution qui très prochainement, et je suppose que ça va être le cas, va décider du déploiement des forces de maintien de la paix dans ce pays. Et ma mission à moi, c'est de m'assurer que tout ceci se passe dans des conditions de sécurité et de sûreté. D'une manière générale, la situation est sous contrôle grâce à la synergie d'action des forces maliennes, africaines et françaises et de la société civile. Dans un entretien tenu au Serval, le général Mamadou Adaman Diallo a fait l'état des lieux de la région de Gao sur le plan socio-économique et sécuritaire. La présence de l'administration, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets et les services techniques dont la santé, l'académie d'enseignement, l'assainissement, la gendarmerie, la communication, entre autres, font partie des acquis. Les activités ont repris également et chaque jour, un nombre important de déplacés et de réfugiés retournent à Gao. Bref, un climat de confiance s'installe progressivement. Malgré cette avancée, la vigilance est dans le quotidien des forces armées en place pour éviter, selon le colonel-major Didier Dako, les risques résiduels que peuvent causer les kamikazes. Mais à ce niveau, Dako rassure que nos ennemis n'ont plus de point d'attache pour faire un grand mal. Kevin Kennedy a visité le siège du Programme alimentaire mondial PAM, Gao, dont les magasins ont été pillés et saccagés. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sécurité et de la sûreté, a promis au gouverneur l'envoi d'une importante quantité de vivres. Oui, bien sûr. Ils nous disent tout de suite de voir avec la société civile, nettoyer un peu les coins et prendre certaines dispositions pour qu'à leur tour, immédiatement, compte tenu de la situation, envoyer effectivement quelque chose pour la population. Les visiteurs onusiens ont également fait un tour dans la ville de Gao pour voir les dégâts causés. Ils sont énormes.
Très énorme. Pour sa première visite officielle en France, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a rencontré la communauté malienne de Paris. Les échanges ont porté sur l'organisation de l'élection présidentielle en juillet, la guerre au nord, avec le cas si particulier de Kidal. Makanfin Konaté depuis Paris. Ce qui devait être une simple prise de contact et d'information s'est vite transformé en espace d'interpellation. L'organisation des élections en juillet, le maintien des armées étrangères ont dominé les débats qui ont duré près de 4 heures. Le maintien de ces forces d'interposition ne doit pas être conditionné à l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans des conditions désastreuses, pouvant créer une autre crise dont notre pays ne pourrait s'accommoder. C'est dire que le délai prévu pour la tenue des différents scrutins nous semble difficile à maintenir. Pour le ministre Traoré, tenir des élections en juillet est un impératif, mais elles ne se feront pas à tous les prix. Nous avons affirmé et réaffirmé partout où nous passons que les élections vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire malien. Nous avons dit que c'est tenable, parce que par expérience, vous avez vu, partout les transitions ont duré, ça a créé des problèmes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les populations soient à l'aise. Nous avons dit qu'on n'organisera pas d'élections bâclées. Ça sera hors de question. Malgré ces réponses rassurantes, des inquiétudes subsistent quant à la faisabilité des élections en hivernage. La réponse du ministre, ancien député, est sans équivoque. Nous ne pouvons pas non plus parler d'hivernage. Le Mali n'est pas à ses premières élections au mois de juillet. Moi, j'ai été élu député au mois de juillet. En 2007, il y a eu des élections au mois de juillet, les élections législatives. Les résultats ont été proclamés au mois d'août. Donc on ne peut pas parler d'hivernage. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a été interpellé sur le sort de près de 600 jeunes Maliens vivant dans des conditions précaires. Venus de Libye, ces jeunes disposent pour la plupart des titres de séjour délivrés par l'Italie. Ces papiers ne permettent pas de travailler en France. Pris au piège, ces jeunes vivent dans la rue dans un froid insoutenable. Le ministre dit prendre note et en informera le gouvernement. Actualité hors du Mali, les rebelles congolais du mouvement du 23 mars M23 ont annoncé qu'ils riposteraient en cas d'attaque par la future brigade de l'ONU chargée de combattre les groupes armés dans l'est de la RD Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 28 mars dernier une résolution créant une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'est du Congo. La rébellion du M23 mobilise dans l'est de la République démocratique du Congo. Son président en personne vient haranguer les foules rassemblées pour l'occasion, comme ici, à Kichanga. Le but, dénoncer la création par l'ONU d'une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés. Kabila prétend que ces forces venues de l'étranger chasseront d'ici le M23. Ce qu'il veut en fait, c'est vendre notre pays et tout son patrimoine aux Blancs. C'est ça son objectif. Dans une lettre ouverte, le M23 menace l'ONU d'une catastrophe humanitaire dans cette région en cas d'intervention, car la rébellion n'a pas l'intention de se laisser faire. Il s'agit cette fois-là d'une guerre planifiée, donc d'une catastrophe humanitaire à venir, toute planifiée par les instances les plus importantes des Nations Unies. Et nous avons pensé également qu'il était normal que les agences humanitaires des Nations Unies se préparent aussi en conséquence pour soulager la misère du peuple. Malgré ces menaces voilées, l'ONU maintient sa volonté d'intervenir et connaît parfaitement la situation sur le terrain. Nous ne sommes pas dictés ou régis par forcément les avis des uns des autres, notamment les avis des groupes armés qui sont eux-mêmes à la base de cette insécurité. La situation humanitaire dans cette région est déjà catastrophique. La multiplication des groupes armés, les interventions étrangères et l'indiscipline de l'armée congolaise suffisent à martyriser les populations civiles. Le reste de l'actualité sur le continent avec notamment la cérémonie d'hommage aux 5 casques bleus des Nations Unies et 7 civils du Sud-Soudan tués dans une embuscade. Émotion et tristesse à Djouba mercredi lors de l'hommage aux victimes de l'attaque d'un convoi des Nations Unies dans l'état de Jonglei.
Une attaque qui a fait 12 morts, dont 5 casques bleus indiens et au moins 7 employés civils sud-soudanais. Unanimement condamné, l'embuscade est attribuée à des rebelles armés par Khartoum. Cet acte horrible ne doit pas nous arrêter dans notre mission. Nous avons toujours la même volonté de travailler ensemble, avec et pour le peuple du Soudan du Sud, de les aider à construire leur pays. Selon certaines sources, le bilan de 7 civils sud-soudanais tués est sous-évalué. L'Inde, dont étaient originaires les 5 casques bleus tombés, s'est engagée à rapatrier les dépouilles. Rencontre à Fès, mercredi, entre le roi du Maroc et l'émissaire de l'ONU sur le Sahara occidental. Mohamed VI a fait état d'une aggravation des menaces sécuritaires au Sahel, tandis que Christopher Ross, qui achève une tournée dans la région, a une nouvelle fois insisté sur l'urgence d'une solution au conflit qui oppose le Front Polisario à Rabat depuis près de 40 ans. Les gardes-côtes italiens ont secouru la nuit dernière 184 migrants subsahariens, parmi lesquels une vingtaine de femmes, dont une enceinte. Ils ont été accueillis sur l'île de Lampedusa. Ils voyageaient sur 2 embarcations de fortune, tandis qu'une 3e embarcation transportant une centaine de migrants a été repérée par la police maltaise. Retour à l'actualité nationale avec du football et le championnat national de Ligue 1. En clôture de sa 20e journée, les 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba AC ont digéré leur élimination lors des compétitions africaines des clubs en dominant respectivement la Somme 5 buts à 1 et Atar Club de Kidal 5 buts à 0. Retour sur ces 2 matchs avec Siragatou Sissé. Le Djoliba AC a tourné définitivement la page de la Ligue africaine des champions. Ce Djoliba AC, blessé dans son orgueil, entame la longue marche de la réconciliation avec la réception d'Atar Club de Kidal. Les Rouges gagnent sans forcer. Mamadou Sidibé, 12e minute. Dirissa Balo, 23e minute. Amara Malé, 32e minute. Seydou Diallo, 2 fois, 85e minute et 90e minute, porte le score à 5 à 0. L'entraîneur adjoint du Djoliba, Jonas Komlan, a su recadrer ses poulains. Le principal, Alou Badra Diallo Conti, observe une semaine de repos à la demande du club. Contacté par nos soins, l'intéressé a confirmé l'information. Dans le derby communal entre l'association sportive de Misera Assom et les 11 créateurs de Nyarela, c'est aussi un autre festival. Les buts s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. 8e minute, Mohamed N6 des 11 créateurs ouvre les hostilités. 4 minutes plus tard, la Somme revient dans la partie par Moussa Maïga. À la 17e minute, Mohamed N6 signe un doublé. En seconde période, c'est le même refrain. 54e minute, Aimé Kofi. 59e minute, Moussa Sissoko. 71e minute, Aliou Diarra se promène tranquillement dans la défense de la Somme pour les 3e, 4e et 5e buts des 11 créateurs. Les hommes de l'entraîneur Baïba déclassent leur adversaire du soir et comptent toujours 2 matchs en retard. L'élimination en Coupe de la Confédération, 16e de finale, est donc un vieux souvenir. Retrouvez Aoui Touré pour les éditions du soir. Très bonne suite de nos programmes et à demain 13h, s'il plaît, adieu.